Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Culture à la Maison, le magazine qui vous fait découvrir notre pays, le Tchad, avec ses merveilles. Après la Bibliothèque nationale, nous allons vous amener aujourd'hui à la découverte du musée national. Qu'est-ce que le musée? Que contient-il? Nous allons le découvrir tout de suite. Il y a des spécialistes qui sont là à l'intérieur qui vont nous faire une visite guidée. Veuillez donc me suivre à l'intérieur. Bonjour. Vous êtes Adoum Garian Philippe, directeur du musée national du Tchad. Merci de nous recevoir chez vous. Ok, soyez le bienvenu. Nous sommes ici chez vous donc pour découvrir ce qu'il y a dans le musée. D'abord, dites-nous c'est quoi le musée et qu'est-ce qu'il contient. Le musée, c'est un lieu où sont collectés, conservés, valorisés donc les objets ayant un intérêt culturel, historique, archéologique, paléontologique ou artistique. Donc le musée, c'est une mémoire collective. C'est un lieu où le visiteur peut venir découvrir son identité culturelle et son histoire. Voilà. Alors, nous allons commencer par quoi? Je vous invite de visiter le patrimoine religieux. Le Tchad est un pays laïque. C'est une véritable mosaïque ethno-linguistique où cohabitent l'islam, le christianisme et les religions traditionnelles africaines. Et dans ce pavillon intitulé pavillon religieux, nous allons donc vous présenter les objets qui s'y trouvent, en commençant donc par l'islam. Il vous souviendra que la religion musulmane est entrée au Tchad depuis le XIe siècle. Là, nous vous montrons le manuscrit du Coran, quelques manuscrits aussi du Coran, parce que ces œuvres qui sont présentées là prouvent à suffisance que les Tchadiens, avant l'imprimerie donc de Coran moderne, se prenaient déjà en charge ou au niveau des écoles, et les Tchadiens utilisaient déjà le Coran manuscrit. Là, nous vous présentons le briques et le khassan. C'est en poterie, utilisé beaucoup plus dans les milieux Kotoko. Ça sert à quoi? Ça sert à faire l'ablution. C'est comme, en quelque sorte comme le sakan. Donc c'est le sakan moderne, là, ça vient de là? Oui, disons ainsi parce qu'on pouvait aussi le reproduire. On peut voir quelque chose et le reproduire. Et ici, c'est beaucoup plus dans le milieu Kotoko, où on pose le talon là et on fait l'ablution. C'est en poterie. Là, à l'intérieur, vous voyez des lots qui sont considérés comme des ardoises. Nous avons le kalam, plume en tige de mil. On a les sibé, objets destinés à compter donc les invocations. Nous avons le dawai, qui est un encrier traditionnel. Et c'est un mélange de cendre et de la gomme arabique. On utilise donc ces kalams à base donc de cet encrier pour faire la transcription au niveau de l'eau. Ok. Là, nous vous présentons l'ancienne grande mosquée de Fort-Lamy dans les années 40. Vous voyez, dans les années 40, c'était cette mosquée. Elle était si petite, mais très symbolique. Lors de la visite du roi Faisal d'Arabie Saoudite au Tchad en 1972, le président Ngarta Tombolbaye avait donc sollicité un don d'une construction d'une mosquée. Et c'est cette mosquée que vous voyez appelée la mosquée Roi Faisal
qui a été achevée en 1978. Construit sur le même emplacement de l'ancienne? Tout à fait. Elle a été construite sur le même emplacement. Ça a été rasé. Heureusement, nous avons eu l'ancienne photo. Sinon, on ne devrait même pas connaître l'ancienne image de l'ancienne mosquée. Et il faut dire que lors de la visite du roi Faisal à N'Djamena, à Fort-Lamy, le président Ngartat Molbay pouvait demander autre chose, mais il a préféré demander la construction d'une mosquée à Fort-Lamy. Donc c'est un message très fort. Donc nous vous présentons que cette mosquée qui est un symbole le plus visible. La première, c'est le Cheikh El Fagara d'Abéché ancien minaret. Et cette photo, c'est le nouveau minaret de Cheikh El Fagara, toujours à Abéché. Nous avons quelques objets qui sont dans cette vitrine. Il s'agit de Cheikh Mohamed Oulesh Aouda. Mohamed Oulesh Aouda, c'est un cheikh. Et il a été donc le tout premier à créer l'Institut scientifique islamique, qui est une grande école, jusqu'en 1943, où il a dirigé jusqu'en 1962. Là, c'est la photo de Adam Barka. Celui-ci a continué donc la gestion de cet institut islamique, mais il avait en même temps un rôle politique parce qu'il était le secrétaire général de PPT-RDA d'Abéché. L'université Adam Barka d'Abéché porte son nom. L'université Adam Barka d'Abéché l'a immortalisé. Là, nous avons le mythe qui est en quelque sorte comme un récipient en métal servant de mesure des céréales destinées à la zakat, donc pendant la période, la fin de rupture de le monde. Ici, nous avons les hadiths. C'est un manuscrit, comme nous l'avions présenté tantôt, que les Tchadiens produisaient le Coran manuscrit avant que les Corans modernes industriels ne supplantent. Là, nous avons le mousselet en quelque sorte comme un tapis. Et malheureusement, de nos jours, on ne l'utilise pas. Parce que les tapis modernes ont supplanté ce genre de tapis. C'est une peau de mouton? C'est une peau de mouton où les gens s'en servaient. Et je vous assure que dans d'autres milieux, on continue à s'en servir de ça. Le musée a bien voulu présenter ça au public, que même avec la peau de mouton, on peut aisément prier dessus. Nous vous présentons ici les collections du christianisme. Avant de vous présenter les collections catholiques, il faut rappeler que la première église chrétienne, ou parmi les missions chrétiennes, c'était le protestant qui était arrivé au Tchad en 1920. Et les catholiques, c'est vers les années 29-30. Donc le catholicisme est arrivé au Tchad avec un retard d'une décennie. Et en l'absence donc des collections protestantes, nous allons vous présenter les objets catholiques que nous disposons ici. Saint Daniel Comboni. Saint Daniel Comboni. Lui, il s'est basé à Khartoum. Étant à Khartoum, il avait une influence donc en Afrique subsaharienne. L'Église catholique n'est pas arrivée proprement dite au Tchad, mais lui, au moins, il était l'un des pionniers des missionnaires catholiques qui ont évangélisé hors de l'Europe. Nous vous présentons la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena. Donc là, c'est en deux versions. En deux versions, parce que la toute première cathédrale que vous voyez à ma gauche, c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Fort-Lamy, avant l'incendie en 1980. Donc cette cathédrale a été détruite suite donc aux événements de 1980 et elle a été reconstruite en 1986. Donc c'est en lieu et place
de l'ancienne cathédrale qu'on a donc restaurée. C'est en quelque sorte comme une restauration. Oui, mais en miniature maintenant. Voilà. Ici, nous avons le tout premier prêtre tchadien qui s'appelle François Gaïbi. Donc, l'abbé François Gaïbi était le premier prêtre tchadien. Il était donc aumônier national du scoutisme catholique et de la jeunesse agricole. Il exerce successivement son ministère dans les secteurs de Balkara, Bessé, Delhi, et il a été donc décédé en 1980. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le tout premier prêtre tchadien. Il s'appelle Abbé François Gaïbi. Nous vous présentons Monseigneur Ngarteri Mayadi. Il a été le tout premier évêque à Sarr et le tout premier archevêque de N'Djamena en 2003. Et il est décédé donc en 2013. La photo où le président Idriss Déby entouré de dignitaires religieux, chrétiens et musulmans lors de la 4e édition de la Journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale. Cette journée instituée donc le 28 novembre 2010. Donc c'est pour vous dire que à travers donc la visite de ce patrimoine religieux, les différents chefs d'État, chacun en ce qui le concerne, a eu à faire la politique d'une cohabitation pacifique en visitant ces différentes collections, en visitant ces différents objets qui sont exposés dans cette vitrine du patrimoine religieux. Cela prouve que au plus haut sommet de l'État, on met l'accent donc sur le vivre ensemble, sur la cohabitation pacifique, sur la paix. Je vous invite à visiter donc le pavillon Histoire. Ici, effectivement, c'est le pavillon Histoire. Et le Tchad a connu donc le royaume, a connu l'empire du Kanem Bornou. Le Tchad a connu l'exploration, la conquête, la colonisation, l'indépendance. Donc, voilà la photo de Mbangaoura. Oui, ici, c'est justement la photo de Mbangaoura, du sultanat du Chari Bagirmi, avec ses notables. Là, nous avons un cavalier du Kanem Bornou en côte de maille pendant l'apogée de l'Empire. Vous voyez, cette côte de maille est d'origine turque et ça protège contre les flèches, contre les balles. C'est comme anti-balles. Nous avons Charban, une robe brodée à la main dessinée dans la princesse. Ça, c'est chez les Kanouris. Une très jolie robe. Ici, nous avons le gourloum, en quelque sorte comme un fusil à poudre. C'est une fabrication artisanale. C'est ce que les populations utilisaient, même au temps de Rabat. C'est avec ce genre de fusil, ce fusil artisanal, qu'on combattait avec. Et là, nous avons le sabre qui est dans un symbole de puissance dans les sultanats. Vous voyez, si vous faites un peu le tour des sultanats, vous allez vous rendre compte qu'on utilise toujours. C'est ça. Voilà. Et ici, nous avons donc les différents monuments. Je vais parler d'abord du monument du commandant Lamy. Nous avons en même temps donc cette épigraphe, cette plaque sur la tombe donc du commandant Lamy, et Léon Bleu, qui est une plaque d'immatriculation du bateau utilisé par Émile Gentil pour la conquête du Tchad. Vous savez que le Tchad a été d'abord occupé donc par Rabat, qui avait territorialement dominé le Tchad. Et juste après donc la conférence de Berlin de 1884 jusqu'en 1885, où le partage de l'Afrique s'est fait, les Français, à leur retour donc sur le territoire tchadien, ont eu à nouer des accords avec le royaume du Bagirmi,
pour mettre fin à la progression rapiste. Il y avait donc 3 colonnes. Comme vous voyez, c'était 3 missions, la mission Gentil, la mission Fourreau et la mission Lamy. La jonction donc de ces 3 missions à Kousséri avait déclenché une bataille le 22 avril 1900 où Rabat est mort, le commandant Lamy lui aussi était décédé, Rabat, sa tête a été décapitée et exhibée par un tirailleur en guise de victoire. Le commandant Lamy a été inhumé provisoirement le 23 avril 1900. Donc sa tombe se trouve ici au Tchad? Oui, c'est sur sa tombe. Cette épigraphe-là, on appelle cette épigraphe. Cette plaque que vous voyez ici fut inhumée provisoirement le 23 avril 1900, le commandant Lamy. C'était donc posé sur Sa tombe. le monument. Ok. Et ça veut dire que le 22 avril, Rabat et le commandant Lamy ont trouvé la mort. Et à partir de 1900, le Tchad est devenu un protectorat français. En 1920, le Tchad fut érigé en colonie française. Là, nous vous présentons le monument de Henri Bretonnet, qui est décédé en 1899 à Sarre. Là, nous avons le monument des martyrs de Bebaloum de 1952, suite à la révolte donc, de la population de Bebaloum, c'est dans le Logone occidental. Les monuments des martyrs, là, il y en a un peu partout maintenant. Oui. Ça, c'est le monument des martyrs de Bebalem de 1952, qui symbolise donc la révolte contre l'autorité coloniale en 1952. Et ils ont été réprimés. Là, nous avons Félix Eboué, qui a joué un rôle très important. Félix Eboué a été donc le gouverneur de l'Afrique équatoriale française. C'est sous son impulsion que le Tchad a rallié à la France libre en 1940. C'est sous l'impulsion donc à la Seconde Guerre mondiale. Il y a même une monnaie ensemble avec son effigie. Tout à fait, même le timbre postal. Okay. Et là, nous avons Togba Odinter Nilim dans la région du Moyen-Chari en tenue rabiste avec ces notables. Comme Rabat avait eu à dominer le territoire tchadien, les dignitaires et autres chefs portaient aussi sa tenue. C'est cette même tenue qui est exposée là. Nous avons à côté la photo donc du commandant Lamy. Ces différentes photos qui sont exposées ici dans ce pavillon, d'abord Gabriel Izette qui était donc le premier ministre du Tchad, ce français donc d'origine guadeloupéenne. Il a joué un rôle capital dans l'émancipation politique du Tchad, surtout dans la marche du Tchad vers l'indépendance. Ici, c'est Saoulba Gongchome. Il est donc le tout premier Tchadien, premier ministre. Mais il n'a que duré pendant 1 mois et quelques semaines. Après lui, c'est juste Ahmed Koulamala qui était donc le premier ministre du Tchad en mars, qui n'a même pas fait 1 mois. Ça veut dire que juste après Gabriel Izette, lorsque les Tchadiens ont pris en main leur destin, vous allez constater donc cette instabilité au niveau du gouvernement. Nous avons le gouvernement de Tombolbaye de juillet 1959. Tombolbaye est là bien au milieu, entouré donc de son gouvernement. Là, c'est la lettre manuscrite de l'instituteur François Tombolbaye en 1948, où Tombolbaye s'est engagé donc dans la vie politique. Il était calligraphe. Un bon calligraphe, il a écrit cette lettre au chef de région. Le 28 novembre 1958,
c'était effectivement la proclamation de la République. Et cette photo-là, c'est avec le Premier ministre Gabriel Lisette et le chef de territoire René Troadec lors de cette proclamation. Là, nous avons quelques grandes figures parlementaires de la législation de 1959 à 1962. Ce sont quelques grandes figures, pas toutes les figures, mais quelques grandes figures. Albi Algoni, Ngaba, Babassa, Adoum Thierry. Et voilà, ici, c'est la proclamation de l'indépendance. C'était proclamé la nuit, ça envoie une torche. Oui, effectivement. Et donc, c'est le président Ngartat Morbay qui lit donc le discours de l'indépendance le 11 août, et c'était donc minuit. André Malraux, c'est lui qui est là, juste à côté de lui, qui tenait la torche et qui représentait le général de Gaulle. Nous vous présentons les symboles nationaux. Donc, il y a l'hymne national. Les armoiries, le sceau. Et même la devise unité, travail, progrès. Donc, ce sont les symboles du Tchad. Donc, l'hymne national, c'était donc depuis par la loi du 16 décembre 1960. Donc, il faut vraiment connaître les différents symboles du Tchad. Là, nous avons les photos de tous les présidents tchadiens qui se sont succédés, en commençant par Ngartat Toumboulbaï. Nous avons Félix Maloum, Lol Mamad Choua, Koukouni Wedei, Hissène Habré et Idriss Déby depuis le 1er décembre 1990 à nos jours. Il y a aussi un fusil en bas. Ah oui, ça c'est le fusil utilisé par le président Koukouni Wedei. Il a remis ce fusil-là pour enterrer la hache de guerre. Et on nous a aussi remis au musée pour son exposition. Et ce fusil a vraiment une histoire. Il a été président, Goukouni, il a été rebelle, et en même temps, il est revenu pacifiquement ici au Tchad. Donc, c'est aussi un bon exemple à suivre. Un chef d'État, un ancien chef d'État qui remet son fusil pour enterrer définitivement la hache de guerre. Et le public a droit de savoir sur ce fusil. Nous avons donc ces différentes images. Si vous avez en lieu et place donc de la place de la nation, il y avait donc le camp Koufran que les gens n'auraient pas vu. C'était un camp militaire. C'était un camp militaire qui a joué donc un rôle très important dans la vie militaire. Et ce camp a été donc rasé au détriment de la place de la nation. Nous avons bien voulu conserver cette image et présenter ici au musée. Là, nous avons quelques sièges successifs de l'Assemblée nationale depuis les années 50. Nous avons d'abord le premier siège, qui est l'actuel ministère des Finances. Nous avons un siège qui est inachevé et qui a laissé place à l'actuelle ambassade des États-Unis. Voilà. Nous avons en face du musée national le palais du 15 janvier qui était considéré comme un siège provisoire. Et depuis lors, le palais de la démocratie qui est devenu donc le siège actuel de l'Assemblée nationale et qui se trouve à Gassi. Là, nous avons le rond-point de l'Union à N'Djamena. C'est un rond-point qui renferme aussi l'histoire. Nous vous présentons donc l'image de Bourkou Louise Kabo, qui est une pionnière donc de la lutte pour l'émancipation féminine tchadienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bourkou Louise avait donc dénoncé l'injustice. Lorsqu'elle avait eu son CEP et que les autres étaient repris pour continuer les études du collège
à Bangor. Elle a été, les filles d'une manière générale sont envoyées donc dans les différents territoires pour l'enseignement. Elle était à Moundou pour enseigner. Et après, lorsqu'elle a été affectée à Ati comme enseignante, elle avait donc elle s'est engagée dans la vie politique. Et on lit là comme Elle était première femme députée. Première femme députée. Et elle avait posé un acte qui est vraiment salutaire. Parce qu'on renvoyait les jeunes filles enceintes de l'école. Elle s'est opposée à l'Assemblée nationale. Et a dit qu'en lieu et place de la jeune fille enceinte, il faut plutôt renvoyer le garçon. Et depuis lors, on n'a plus insisté pour stigmatiser les filles qui étaient enceintes. Nous allons visiter le pavillon archéologie de l'art Sao. Les Sao ont pratiquement vécu tout autour du lac Tchad. C'est-à-dire, ils ont vécu au Tchad, au Cameroun, au Nigeria et au Niger. Et c'est un peuple qui a vécu donc au XIIIe siècle avant notre ère. Et c'est un peuple dont la civilisation est basée sur l'argile. On les appelait un peuple de civilisation de l'argile. Ici, nous vous présentons donc quelques figurines. Il y a les figurines humaines. Nous avons les masques. Nous avons quelques fragments aussi qui sont fabriqués donc en terre cuite. Ici, ce sont les figurines animales. C'est comme un cliché, c'est comme une photo. Cela prouve que ces animaux, les Sao ont vécu avec ces animaux. Sinon, ils ne pouvaient pas les reproduire. Ce sont les figures animales. Vous pouvez voir qu'il y a l'hippopotame là. Comme c'était un peuple de pêcheurs, ils ont très bien pu reproduire même l'hippopotame. Derrière là-bas, c'est comme un poisson. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont modélé donc des objets qu'il faut encore faire une reconstitution. Nous avons l'appui-tête utilisé comme les coussins. Là, c'est le poids de filet. Nous avons le bouchon en terre cuite. Nous avons donc les différentes monnaies d'échange Sao. Nous avons aussi les fuseaux de pipe, les fuséoles. Ça veut dire que les monnaies ont existé bien longtemps. Ça a changé de forme. Ça a changé de forme. Déjà, même ces populations, ces Sao qui ont vécu au XIIIe siècle, avant notre ère, avant de disparaître au XVIIe siècle, ont utilisé déjà les monnaies. Donc les monnaies sont des pièces d'échange très anciennes. C'est en argile ou c'est en C'est en argile. Ah, okay. C'est pour cela qu'on dit c'est une civilisation de l'argile. Nous avons quelques pierres divinatoires. Et nous avons en même temps les masques en terre cuite. Et là, nous vous présentons l'urne funéraire. Qu'est-ce que ça contient, en fait? Cette urne funéraire, avant de vous expliquer son importance, son utilité, selon la légende, un Sao pouvait transporter 4 éléphants sur sa chevelure nicher les oiseaux. Il pouvait parcourir en un seul jour et à pied 400 km. Il pouvait donc se communiquer, se parler entre deux villes situées à 600 à 800 km. Leur voix était semblable à l'orage. Ils parlaient comme des tonneurs. Quand ils se reposaient, leurs pieds les servaient de porte. Ça, c'est la légende. Selon la légende. Maintenant, les fouilles archéologiques ont prouvé cela. Les fouilles archéologiques ont prouvé que, à travers cette urne funéraire présentée ici au Musée national et les ossements qui ont été retrouvés à l'intérieur, les Sao étaient donc
des hommes ordinaires comme vous et moi. Ils étaient donc repliés en position fétale et une autre jarre était donc entreposée dessus où on pouvait retrouver presque tous ces objets qui sont exposés tels que les monnaies, appuis-têtes, les bracelets, puisque le bien donc du défunt était donc conservé dans cette urne funéraire. Là, c'est le foyer Sao. Ce foyer-là est fait à base de l'argile. Nous avons quelques supports Sao. Et je pense que même si la légende nous enseigne que les descendants de Sao sont les Kotoko, les Boudouma, les Massa, les Mousgoum, en l'absence des données biochronologiques et de tests d'ADN, ces peuples précités sont les présumés descendants de Sao. Même si ces peuples utilisent encore les objets en terre cuite dans leur milieu, surtout dans le milieu Kotoko comme les Sao. Les Sao maîtrisaient aussi le bronze. Ils ne fabriquaient pas que les objets en terre cuite, mais ils avaient la maîtrise de bronze. C'est pour cela que vous voyez quelques éléments qui sont exposés là, les éléments de parure. Nous avons des anneaux qui sont fabriqués en bronze. Le bracelet, nous avons l'extrémité intérieure de la hampe cérémonielle. Voilà, donc cela prouve que ils ont utilisé l'argile, mais aussi le bronze et la métallurgie ancienne du fer. Là, ce sont les vases en terre cuite qui ont été... ces vases ont été découverts donc lors de fouilles archéologiques qui sont exposées là. Ça a plusieurs formes. Des canaries, des jarres, des carbulettes. Voilà. Donc tout ça, c'est pour au moins se prouver que c'est ce peuple qu'on a présenté comme un peuple vraiment très extraordinaire, doué donc d'espoir surhumain, qui était un peuple très colosse décrit par la légende. En fait, selon donc les preuves archéologiques, Ce sont des gens ordinaires. Ce sont des gens ordinaires parce que ces objets qui sont présentés ici prouvent en même temps que ce sont des objets qui sont de petite taille et qu'on peut aussi les utiliser. C'est fini. Nous en avons fini. Pratiquer en même temps la métallurgie traditionnelle du fer. Et ici, ce sont quelques objets issus d'une expérimentation d'extraction traditionnelle du fer. C'était au Musée national en 1970. Donc c'est pour prouver aux gens que avant l'arrivée des métaux, les Africains, tous les Tchadiens, à base de minerais de fer, pouvaient fondre, pouvaient donc produire le fer. Et ces minerais de fer étaient donc entreposés dans un grand fourneau ou bien dans un petit fourneau, minerais de fer en plus de charbon, et on allumait avec le soufflet. Ce sont les objets, vous avez vu des enclumes. Ici, ça c'est une paire de soufflets, ça permet donc au forgeron d'activer, mais au réducteur, parce que le réducteur, c'est lui qui active donc et son équipe qui alimente le feu au fourneau. Et après, on peut avoir donc le métal brut, tout comme avec les scories. Cette deuxième phase, c'est le forgeron qui pourra donc façonner les objets, fabriquer des outils aratoires, les monnaies. Et donc c'est en deux phases. Nous avons d'abord la réduction et nous avons ensuite la forge. Okay. Alors, est-ce que ici ça arrête la visite ou on a encore autre chose à voir? Oui, je vous invite donc à visiter le pavillon paléontologie où nous allons visiter notre Toumaï qui est à l'étage. Wow. Merci. C'est moi là, vous êtes fatigué?
Ici, c'est salle Toumaï. C'est salle Toumaï. Okay. Donc, nous allons visiter cette salle qui fait du Tchad le berceau de l'humanité. Nous sommes donc précisément dans la salle Toumaï. D'abord, la mission paléoanthropologique franco-tchadienne est une collaboration scientifique entre les universités de Poitiers, en France, l'université de N'Djamena et le Centre national d'appui à la recherche. Maintenant, c'est le Centre national de recherche pour le développement, créé donc en 1994. Et donc, c'est le fruit donc de cette collaboration scientifique-là qui a mis au jour ces différentes découvertes. Il y avait toujours des indices qui attestaient que le Tchad était une ancienne occupation. Donc, déjà en 1961, le professeur Yves Coppens a découvert ce crâne-là de Tchadanthropus isoris en 1961 en Gama dans le Borkou. Donc avant Abel. Avant Abel, puisqu'Abel c'est en 1995, Toumaï en 2001. Donc, la première découverte paléontologique, c'est Tchadanthropus isoris en 1961 par Yves Coppens. Il date de 1 million d'années. Okay. Et c'est même Yves Coppens qui a découvert Lucie en Éthiopie. Ici, nous présentons Abel de son nom scientifique Australopithecus Bar-el-Ghazali, c'est-à-dire l'Australopithèque du Bar-el-Ghazal, qui a été donc découvert le 23 janvier 1995 par la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. Pendant plusieurs décennies, le berceau de l'humanité était en Afrique orientale, précisément en Éthiopie. Donc jusqu'en 1995. En 1995, la mandibule d'Abel date de 3,5 millions d'années. Ça dépasse déjà Lucie qui date de 3,2 millions d'années. Okay. Le 19 juillet 2001, c'est la découverte de Toumaï par le compatriote Aounta Djimdoumalbaï. Sur cette photo, trois jeunes gens. Il y a Fanoune Gondibé, ça c'est le premier. Aounta le découvreur qui est au milieu, et Mahamad Adoum, donc qui présente ce crâne. Où se trouve-t-il? Toumaï se trouve dans cette vitrine exposée dans cette salle dénommée salle Toumaï. Ici, ça c'est le crâne originel, c'est-à-dire la fossilisation sous l'action des dépôts sédimentaires a fracturé, écrasé et déformé le crâne de Toumaï. Il a fallu qu'on amène Toumaï dans de grands laboratoires spécialisés en France et aux États-Unis pour reconstituer. Parce que d'après une observation visuelle, on n'est pas en mesure de savoir si Toumaï est un singe ou bien est un préhumain. Selon les analyses de différents laboratoires, Toumaï est un préhumain, c'est-à-dire notre ancêtre. Il date de 7 millions d'années. Il a 1,10 m environ. Il pèse environ 40 kg. Et donc, c'est lui le père de l'humanité. Et faisant donc du Tchad le berceau de l'humanité. Okay. C'est à travers donc Toumaï que s'arrête la visite guidée. Ok, nous vous remercions donc infiniment. C'est nous qui vous remercions. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est donc sur cette preuve irréfutable scientifique que le Tchad est le berceau de l'humanité à travers donc ce crâne de Toumaï que nous venons de voir que s'arrête notre visite guidée au musée national. Nous avons donc bénéficié de la collaboration indispensable de Adoum Garian Philippe, qui est donc le directeur du musée national du Tchad. Quant à vous, nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis, sachant que Culture à la maison, c'est cette émission-là qui va vous conduire tout le temps à la découverte
des merveilles du Tchad. En attendant donc un prochain numéro, toujours la découverte du Tchad, des merveilles du Tchad, nous vous demandons de respecter bien entendu les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Portez-vous bien.